Bon, aujourd'hui, on va parler de l'impact écologique de l'humanité sur la planète. En effet, il est parfois difficile de faire la part des choses entre des articles qui annoncent la fin du monde dans 10 ans et les discours de cow-boy texans pour qui, tant que sa vie marche, le monde peut exploser, il s'en branle. Bon, bien que la réalité soit certainement entre les deux, elle est bien sûr plus du côté des écologistes que du cow-boy texan, mais il faut faire attention, si on veut faire sa part quant à la préservation de la nature, à que les actions qu'on fait pour aller dans ce sens soient efficaces. Non pas que trier ces déchets ne serve à rien, au contraire, mais passer plus que quelques minutes à se demander lequel émet plus de CO2 entre envoyer un SMS, un WhatsApp ou un mail, quelle configuration de lumière consomme plus ou moins d'énergie, ou encore comment économiser 2 litres d'eau dans notre douche non seulement ne sert à rien, car il est dans la plupart des cas impossible d'avoir des infos sur l'impact réel de manière fiable, sans institutions qui collectent des données de manière méthodique sur le terrain, ce qui consomme de l'énergie en plus, mais peut-être même contre-productif dans la mesure où le temps passé sur ces sujets est du temps qui n'est pas passé à se demander comment construire un mode de vie simple dans lequel on n'aurait pas besoin de se poser 50 000 questions au quotidien pour ne pas se sentir un éco-criminel. Est-ce que mes recherches sur internet polluent ? Est-ce que manger de la viande pollue ? Est-ce que quand je souffle, il y a du CO2 ? Est-ce que respirer pollue ? En effet, il faut bien avoir en tête que le temps est une ressource limitée. Il n'est donc pas possible de penser à tout et la maîtrise totale du quotidien est une illusion. Recommandé, pour éviter la catastrophe écologique, de se construire un quotidien parsemé d'interdits ressemble plus au réveil d'obligations religieuses modernes, je fais tous ces petits gestes et j'irai au paradis vert, qu'à une véritable solution de fond au problème, à savoir le mode de vie qui rend la pollution nécessaire. En effet, si on poursuit ce raisonnement jusqu'au bout, il faudrait alors commencer à compter la pollution générée par le temps qu'on passe à réfléchir à réduire sa pollution, car pour nourrir l'être humain qui y pense, il aura fallu l'électricité de son chauffage ou le plastique des emballages de sa bouffe. On pourrait également y ajouter les besoins pondérés des gens qui font les métiers autour de lui, ces facteurs éboueurs boulanger boucher autour pour arriver à un beau résultat, ne voulant rien dire, mais qu'on pourra sacrifier au dieu du quinoa. Et que dire de la pollution engendrée par tous ces articles culpabilisateurs, où l'on a sérieusement l'impression que l'auteur demande à l'ensemble de la population mondiale de faire un doctorat en pollutionnologie. Ah, clairement, rien que pour comprendre l'article qui compare mail et SMS, il faut comprendre comment fonctionnent les protocoles de réseau internet, de réseau téléphonique, ce que représente un octet et l'impact carbone de 4 grammes de CO2. Quasiment 1000 mots avec plein de termes compliqués pour au final dire un SMS c'est plus léger donc c'est mieux. Un tweet aurait sûrement suffi. Bon, de toute manière, le but de la plupart des médias sur Internet, pas tous bien sûr, faut pas généraliser, blablabla, mais quand même il y en a beaucoup et il faut le dire, n'est plus depuis bien longtemps d'informer, mais d'avoir le plus de vues avec des titres racoleurs, histoire de montrer leur petite pub et de gagner 2 centimes. On jettera donc pas la pierre aux pauvres journalistes obligés d'écrire ces nouveaux traités de morale sous la menace de perdre leur job et appart dès qu'ils feront moins de 10 000 vues. Ce qui est cocasse, c'est que plus ils font ça, moins les gens les lisent, plus ils ont besoin de thunes par la pub, donc plus ils font des articles racoleurs dans une grande danse de la désinformation générale. Dans tous les cas, laissez entendre que la responsabilité est du côté du consommateur est le meilleur moyen de ne rien changer, car qui rapporte ces médocs périmés aux pharmaciens ou pas, les bateaux alimentés au fioul les transportant viendront toujours de Chine où ils sont fabriqués, l'électricité utilisée pour les fabriquer sera toujours produite en majorité au charbon et au gaz, et il aura toujours besoin d'une grosse caisse pour aller les choper en supermarché s'il habite en zone rurale. La majorité de la pollution a toujours été émise par les structures de production, et donc avant de traiter tout le monde de criminels du CO2 dès qu'ils jettent un bout de plastique, il vaudrait mieux se demander pourquoi ce bout de plastique a été fabriqué au départ et si c'était vraiment nécessaire d'avoir un emballage avec autant de couleurs. On pourrait également se demander si la bouffe dans les supermarchés n'aurait pas pu venir des producteurs locaux. Même si heureusement pour ça on voit de plus en plus le mouvement de la bouffe locale gagner les supermarchés, l'initiative est clairement venue de l'extérieur avec les AMAP ou coopératives que des grands distributeurs se sont juste contentés de suivre car ils étaient trop occupés à faire ce pourquoi on les a créés, vendre un max de choses, peu importe quoi. Cette schizophrénie ou double pensée est parfaitement visible dans la publicité où le consommateur est constamment manipulé pour faire des achats compulsifs, des fois par les meilleurs marketeurs, communicants, voire même carrément des académiciens ou des psychologues de l'achat. On peut donc trouver ces pubs un peu partout, dans la rue sur des beaux écrans qui d'ailleurs crament de la bonne énergie et des matériaux bien comme il faut, cachés dans les films hollywoodiens dans les mains des personnages qu'on aime ou dans les clips musicaux des artistes populaires. On comprenne bien le message, c'est pas que les petits gestes servent à rien, même si les calculs infinis sur leurs impacts sont pour la plupart bidons, évidemment que c'est positif, c'est juste que l'accent est systématiquement mis dessus, alors que ce n'est pas la clé de résolution du problème. De manière générale, pour résoudre un problème, il y a de toute manière jamais une solution, mais plein de variables d'ajustement qui sont autant de leviers qu'on peut utiliser, et dans le problème de la pollution, on a clairement l'impression que c'est systématiquement sur le bouton des habitudes des consommateurs qu'on appuie, et beaucoup moins sur celui des structures de production permettant de devenir riche,
l'organisation du territoire qui éloigne les gens de leur travail, ou encore la délocalisation de la production à 20 000 km parce que ça coûte moins cher, peu importe les conséquences écologiques et sociales. Ce deux poids deux mesures, habituel dans l'histoire de l'humanité par ailleurs, focalise le temps de réflexion, l'énergie disponible pour le changement, sur des habitudes responsables au grand maximum, et on est gentil, d'un quart de la pollution du monde et la détourne du reste. Pour terminer, si on veut vraiment se placer du point de vue consommateur, on rappellera qu'il est parfaitement possible, surtout à notre époque, de vivre de très peu et d'être heureux, car la plupart des besoins peuvent être satisfaits par de la bouffe, des potes, de la santé et l'éducation qu'on trouve aujourd'hui un peu partout sur Internet. Et pour la quasi-totalité des objets nécessaires à ce mode de vie, ils ont déjà été fabriqués, on peut facilement les acheter d'occasion, si bien qu'on se demande pour quelles raisons on continue à les produire en masse. Est-ce que vraiment le monde manque à ce point de chaises, de tables, de vêtements pour qu'on continue à en produire en masse, ou bien est-ce que cette production n'est plus depuis bien longtemps organisée pour répondre à un besoin vital, mais pour faire fonctionner un système complexe d'intérêts? Se réapproprier ses désirs et mieux distinguer le nécessaire du superflu est, pour conclure, une manière déjà d'être plus heureux, ce qui n'est un souci de second plan que pour ceux qui ont oublié l'essentiel, mais aussi d'exister paisiblement, sans polluer. Bon après, on n'est pas fermé. Essayons donc de nous faire convaincre du contraire par Monsieur Contradico. Dans sa vidéo, il s'intéressera à certains petits gestes et à leur impact positif pour l'environnement. Et pour cette vidéo, comme d'hab, si t'as aimé, pouce bleu, s'abonner, partager à tes amis, etc. etc.